Bonjour, un épisode un peu particulier aujourd'hui. Nous allons voir la notion d'inversion par rapport à un cercle. Alors l'inversion, c'est un instrument mathématique extrêmement puissant en géométrie euclidienne. Je veux dire, ça permet de résoudre une quantité phénoménale de problèmes qui paraissent insurmontables, alors que l'inversion fournit une solution très facile. C'était une notion qui était beaucoup vue avant et qui maintenant est un peu tombée en désuétude, et c'est vraiment très dommage. Je pense plus que la raison pour laquelle cette notion est moins vue, je pense que c'est plus par quantité de programmes à voir, par l'accumulation de toutes les notions qu'il faut voir. Il faut bien ôter quelque chose du coup, et comme l'inversion est quelque chose qui est peu naturel au premier abord, qui n'est pas, qui n'est pas évident, je pense que c'est pour ça qu'on ne la voit plus vraiment, qu'elle n'est plus vraiment au programme. Pourtant, c'est un peu comme aller à Marseille sans voir la mer, à Paris sans voir la Tour Eiffel, à New York sans voir la Statue de la Liberté, ou à Londres sans voir la relève de la Garde. Et je vous garantis que l'inversion par rapport à un cercle est beaucoup plus utile que la relève de la Garde. Donc, nous allons voir cette notion, et ce qu'il faut en retenir, d'abord, c'est la première définition. La définition, donc, c'est la suivante. Donc, on prend un cercle C, un cercle de gamma de centre C et de rayon R, et pour tout point qui n'est pas le centre du cercle, pour tout point différent de C, il existe un point unique qui est P', tel que le produit scalaire entre CP et CP', CR carré, et CP et P' sont alignés. Avec ces deux conditions, P' existe et est unique, et il est appelé l'inverse de P par rapport à gamma. Alors là, on voit apparaître en fait notre équation canonique, la fameuse équation canonique du cercle. J'avais dit à l'époque que P et P' que cette équation donc cachait un produit scalaire, et que ce produit scalaire, on pouvait le faire dépendre de deux points. J'avais écrit CA, produit scalaire CB égale R carré. Et bien on voit enfin l'utilité de cette chose-là, c'est pour définir l'inverse. Et vous allez voir que l'inverse, c'est vraiment quelque chose d'utile et de beau. Mais si vous avez quelque chose à retenir, c'est juste cette définition pour le moment. Si vous voulez passer plus loin, vous pouvez, mais je vous garantis que ça vaut le coup d'œil, ce qui suit. Alors, d'abord, notons que CP et CP' définissent la même demi-droite. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser de temps en temps, mais disons, c'est bien de se mettre au clair avec ça. C'est pas très important, mais il faut se mettre au clair. Alors, cette inversion nous définit donc une application qui va du plan sauf le centre, dans le plan sauf le centre, et qui donc est une application bijective. Pourquoi est-ce qu'elle est bijective? Parce que c'est une involution, c'est-à-dire quand on l'applique deux fois, on revient au point de départ. En effet, ici, les rôles de P et de P' sont interchangeables, donc si on réapplique cette définition, l'inverse de P' c'est P. Donc P', c'est P. C'est ce qu'on appelle donc une involution, et une involution, c'est une application bijective, puisqu'elle est sa propre réciproque. Alors le défaut de cette application, c'est de ne pas être définie au centre. Alors il y a un moyen de définir au centre, c'est d'ajouter un point à l'infini. Alors on prend notre plan euclidien, on ajoute un point qu'on baptise infini, ne rien chercher d'autre que simplement on baptise ça avec un 8 couché, une lemniscate en fait, et ça nous donne un objet qu'on appelle E2 chapeau, le plan complété, ou le compactifié d'Alexandrov du plan, formellement c'est ça, mais vous n'avez pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de mettre des grands mots derrière ça, c'est juste on ajoute un point. Et puis on envoie le centre sur l'infini et l'infini sur le centre, et on a complété donc notre inversion en la laissant bijective et en la laissant être une involution. Alors,
commençons déjà juste par faire une petite remarque, parce qu'il va falloir construire, il va falloir montrer non seulement que P' existe, ça algébriquement on peut le faire, mais aussi géométriquement voir comment on construit cette chose-là. Alors reprenons, ici j'ai mis les segments orientés si on veut, CP fois CP', donc les longueurs signées de ces segments, ça doit être égal à R carré. Donc CP' sur R, c'est R sur CP. Donc rien qu'à partir de ça, on va pouvoir définir une construction de l'inverse. La remarque pour cette construction, hein, le point important, c'est qu'on obtient ainsi des triangles. Si on a des triangles rectangles de côté R et CP, hein, longueur des côtés R et CP, et de longueur de côté CP' et R, ces deux triangles rectangles sont semblables. Ils ont un angle en commun et une paire de côtés deux paires de côtés proportionnels, donc ils sont semblables. Alors ça va nous permettre de faire notre construction. Voici un petit protocole de construction. Alors, je prends le cercle centre C de rayon R, un point P, un point P'. Alors on va tracer la demi-droite qui coupe CP, celle-ci. La demi-droite CP, voilà. Celle-ci coupe le cercle gamma en un point B, ici. Et maintenant, on va construire la perpendiculaire ACP qui passe par C. Alors cette perpendiculaire, elle va couper gamma en un point A. Alors on peut choisir n'importe lequel des deux points d'intersection, bien sûr. J'ai pris celui-ci, un seul suffit pour la construction, mais n'importe lequel des deux, tout va bien. Ensuite, on va tracer le segment AP. Alors on voit apparaître ici notre triangle, un triangle rectangle de côté de longueur CP, un autre côté de longueur R. Et il faut donc construire un triangle semblable à celui-ci. Et pour cela, on va construire la parallèle AAP, ou segment AP, qui passe par B. Et celle-ci va couper donc la droite CA en un point D. Alors, à l'évidence, hein, par construction, par Thalès, si on veut, le triangle ACP et DCB hein, sont deux triangles semblables. Rectangles, hein, mais surtout semblables. En particulier, CP divisé par R est égal à R divisé par CD. Donc CD est la bonne longueur de l'inverse. C'est cette longueur-là qui nous intéresse. Ça, c'est la bonne distance entre C et l'inverse. Le problème, c'est qu'il n'est pas orienté dans la bonne direction. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est reporter le segment CD sur la droite CP. Et on obtient ainsi un point P'. Et c'est l'inverse. Voilà, on a une construction comme ceci de l'inverse. Et peu importe que P soit à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle, cette construction fonctionne toujours. Parce que, ne nous méprenons pas, il y a plein de constructions qu'on peut faire très facilement, mais qui dépendent de savoir si P est à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle. Donc il y a une construction très facile pour P à l'intérieur du cercle, une construction très facile pour P à l'extérieur du cercle, mais c'est pas la même. C'est un peu dérangeant. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais même vous montrer, attendez, cette construction. Voilà. L'idée est basée là-dessus. Hein. Si P et P' sont inverses par rapport à gamma, et si P donc, est celui des deux qui est le plus proche du centre, donc là on prend vraiment le point P, on n'est pas dans cette situation, on est dans celle-ci, P est proche du centre. Alors si P est celui des deux qui est proche du centre, alors le cercle de diamètre CP', pardon, il y a une faute de frappe, mais le cercle de diamètre CP', en fait, est orthogonal à gamma. C'est un cercle orthogonal, hein, puisque c'est un cercle qui passe par le centre, le centre du cercle gamma. Voilà. J'ai corrigé ma faute d'orthographe. Donc si ici le cercle CP', donc le diamètre CP', est orthogonal à gamma, c'est parce que ici on a un cercle de Thalès. Donc si on regarde ici les points d'intersection T1 et T2,
CT1 c'est un rayon, T1P', c'est une diagonale, donc c'est, disons, une corde du cercle, de ce cercle-là, hein, une corde de ce cercle ici. Ici, on a un diamètre, donc ça, c'est un cercle de Thalès du diamètre, et donc on a un angle droit entre le rayon CT1 et T1P'. Donc ça veut dire que ici, on a une T1P', donc est une tangente. Elle est tangente, donc, au cercle gamma. Et le point P, maintenant, est aligné avec T1 et T2. Alors pourquoi il est aligné avec T1 et T2? Ben, tout simplement parce que si on considère ce triangle CPT1 et le triangle CP'T1, ce sont deux triangles rectangles, parce qu'il y a un angle droit, c'est ça qui marche. Ce sont deux triangles rectangles qui sont semblables. Voilà. Ils sont semblables par rapport des côtés, parce que c'est l'inversion. Ils sont semblables et ils ont un angle en commun et ils ont un angle droit en commun. Donc tous leurs angles sont égaux, ils ont les bonnes longueurs, tout va bien. On obtient donc l'alignement de T1, P et T2. Donc ça nous permettrait de construire P', disons de construire P comme ceci, donc plutôt, mais vous voyez que cette construction ne fonctionne plus quand P est à l'extérieur. Alors pour P à l'extérieur, ben, il faudrait faire le contraire, hein. On partirait de P', on construirait ce cercle-là à l'intersection, hop, et on trace le segment entre les deux intersections et on obtient le point P. Voilà, donc ça marche dans les deux sens, mais simplement, il faut changer de construction selon que P est à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle. Passons. Voilà nos deux triangles. Donc, une autre définition, hein, j'ai passé un peu trop vite sur la première définition. En fait, on peut généraliser un petit peu. On n'a pas besoin d'avoir un cercle, on a juste besoin d'un point C et d'un nombre K. K qui s'appelle le rapport de l'inversion, C qui s'appelle le pôle d'inversion. Donc on prend exactement la même définition, sauf que ici le produit scalaire ne donne pas carré d'un rayon, mais un nombre K non nul de préférence, hein, quand même. Et simplement, on peut se demander, est-ce qu'on a beaucoup généralisé? Pas vraiment, hein. Si K est positif, ben, il y a un cercle de rayon racine de K, et si K est négatif, ben, on peut construire l'inverse par rapport de rapport valeur absolue de K, et ensuite utiliser une symétrie centrale, et on obtient donc l'inversion de rapport K. Donc en fait ça n'avance pas à grand chose d'ajouter des rapports négatifs, mais on peut le faire. Donc pour l'instant on va juste limiter aux rapports positifs parce que tout s'y ramène. Alors, il y a une autre construction, disons, d'inversion qui est très jolie, qui s'appelle l'inverseur de Poisselier, et qui est vraiment utilisée en mécanique. Donc on va prendre une inversion de centre C et de rapport K. Ici on prend K positif, hein. On pourrait prendre K négatif, mais on va prendre K positif. Et on prend deux réels, R1 et R2, alors R1 étant le plus grand des deux, tel que K, c'est la différence des carrés de R1 et de R2. Donc R1 carré moins R2 carré. Et maintenant, si on a un point P, tel que la norme du vecteur CP, donc la distance entre C et P, est entre R1 moins R2 et R1 plus R2, à ce moment-là, on va pouvoir construire l'inverse à l'aide de ces nombres R1 et R2. Alors le protocole de construction donc de cet inverseur de Poisselier, c'est le suivant. On va d'abord construire le cercle gamma 1 de centre C et de rayon R1, donc ce cercle-là. Donc lui est de rayon R1, et tous les autres cercles qui vont suivre seront de rayon R2. On va ensuite construire le cercle gamma 2 de centre P et de rayon R2. Alors ces deux cercles se coupent en deux points A et B, et on va pouvoir tracer maintenant le cercle de centre A et de rayon R2 et le cercle de centre B et de rayon R2. Alors vous voyez que c'est tout à fait normal, hein, ces cercles se couplent en P, mais ils se coupent aussi en un nouveau point, P', et c'est l'inverse de P. Alors on va voir pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? Alors une petite démonstration sur le fait que P' est vraiment l'inverse de P, parce que ça n'a pas l'air très évident. Regardons un peu ce qui se passe. Alors le point
crucial de cette construction, c'est juste de se concentrer sur PA, P'B, sur ce quadrilatère, et de remarquer que c'est un losange. En fait, c'est pour ça que ça marche. Alors, puisque c'est un losange, on va considérer son centre M. Il y a un centre qui est bien défini, c'est le point d'intersection des diagonales, et n'oublions pas que dans ce cas, les diagonales se coupent même à angle droit. Et ça va être vraiment la partie la plus utile. Alors, on doit vérifier que le produit scalaire entre Cp et Cp' fait R carré, enfin fait K plutôt, fait notre rapport d'inversion. Alors pour ça, on va bien faire le produit scalaire entre Cp et Cp', mais on va prendre un chemin détourné. On va d'abord voir Cp comme étant Ca plus Am plus Mp. Et Cp' comme étant Cp, Ca plus Am plus moins Mp du coup. Mp' est l'opposé de Mp. Alors là, on utilise justement le fait que c'est un losange. Un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, donc là on utilise juste que c'est un parallélogramme. Le point important qui suivra ensuite, c'est que ces diagonales sont perpendiculaires et donc ça force le quadrilatère à être un losange. Donc maintenant on peut calculer le produit scalaire à partir de ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un objet plus MP et un objet moins MP, on fait le produit scalaire entre les deux. Eh ben, c'est exactement une identité remarquable, c'est de la forme A moins B fois A plus B, donc A carré moins B carré. Ça marche exactement de la même façon pour les produits scalaires, donc on obtient la différence des normes au carré du vecteur CA plus 1M d'une part et du vecteur MP d'autre part. Alors maintenant, on va pouvoir laisser MP un petit peu de côté pendant un instant et se concentrer sur CA plus AM. Alors CA plus AM, norme de CA plus AM au carré, c'est exactement une autre identité remarquable qui fonctionne très bien pour le produit scalaire aussi, parce que le carré d'une norme, c'est le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. C'est comme si c'était un carré, quoi. Donc ça nous fait norme de CA au carré plus 2CA produit scalaire AM plus AM carré moins MP carré. Donc on obtient cette formule-là en développant le tout. Et maintenant, tout a l'air pour le mieux, entre guillemets. Je ne sais pas si je sais pas si on voit tout de suite vers quoi on va venir à arriver. Mais en fait, le produit scalaire entre CA et AM, alors montrant CA plus CA et AM, le produit scalaire entre ces deux vecteurs, ça n'est jamais qu'une projection. Alors si on revient, donc sa projection du vecteur CA sur le vecteur AM, visiblement, ces deux vecteurs, la projection orthogonale de CA sur AM, c'est MA, donc c'est moins AM si on veut, et donc c'est la même chose que le produit scalaire entre AM et AM, avec un signe moins devant. Donc ça nous fait moins la 2 fois, parce qu'il y avait un 2 qui était là, qui restait, moins 2 fois la norme de AM au carré. Ça c'est juste le produit scalaire entre CA et AM. Moins 2 fois la norme de AM au carré, parce que c'est la projection orthogonale, et parce que les diagonales sont orthogonales. Maintenant, on va pouvoir réécrire ça un peu différemment. On réunit les objets, donc on a d'une part CA au carré moins AM carré plus MP carré en norme. Et ça, AM plus MP. AM plus MP sont les côtés d'un triangle rectangle, donc ça va nous donner la norme de AP au carré. Donc on obtient C, norme de CA au carré moins norme de AP au carré. C'est R1 au carré moins R2 au carré, et donc K. C'est le rapport d'inversion. P' est vraiment l'inverse de P par rapport à gamma. Oh, donc cet objet fonctionne. On va pouvoir juste se débarrasser un instant de la preuve, et donc regardons un petit peu ce que ça fait. Si on regarde ces longueurs, on peut prendre une barre. Prenons une barre en métal, rigide de longueur R1 et une autre de longueur R2. Au bout de ces deux choses-là, on attache 4 barres comme ceci en forme de losange de longueur R2. Donc R1, R1, R2, 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 R2. Donc ceci, on met des pivots ici, on met plein de petits pivots partout, et ceci nous construit donc une machine qui permet de faire l'inverse. On peut inverser n'importe quoi, pour autant
que notre point P se situe entre les deux couronnes qui sont là, c'est-à-dire entre la différence de R1 et R2 et la somme de R1 et de R2. Et on peut donc avoir une machine qui produit une inversion. Et avec les propriétés donc de l'inversion, ça permet de construire, disons, des machines qui transforment un mouvement linéaire en mouvement circulaire, ou le contraire. On peut voir donc ces machines dans beaucoup de machines du 19e siècle qui permettent donc de changer les sens des mouvements. Inverseur de Poisselier. Très joli objet. Faut les voir, ils existent, hein. Il existe des inverseurs rigides, on peut en rencontrer en brocante par exemple. Alors si vous avez l'occasion d'en voir un, regardez comment il fonctionne. Et il marche très bien. Alors, donc l'inverseur de Poisselier, voici ce très bel objet historique qui permet donc de faire des inversions mécaniquement. Donc si vous voulez, hein, puisqu'on sait se servir d'une règle et d'un compas, il n'y a aucune raison de ne pas se servir d'un inverseur, hein, qui lui-même est construit à l'aide de compas en fait. Et même, il n'est construit à l'aide de compas seul. Si on reprend tout ce qu'on a fait, il suffisait d'un compas pour construire P'. La question c'est de savoir est-ce qu'on peut prendre des nombres R1 et R2. Alors oui, on peut toujours trouver R1 et R2 qui fonctionnent. La difficulté, bon, on peut prendre toujours par exemple R1 égale CP au départ. Hein, par exemple, si P est à l'extérieur du cercle, on prend R1 égale CP, norme de CP, donc, et il faudrait construire R2. Mais puisque R1 au carré, c'est K plus R2 au carré, ben R2 c'est une cathète d'un triangle rectangle, et donc on pourrait utiliser, disons, un cercle de Thalès pour construire R2. Mais pour ça, il faudrait être capable de construire le cercle de Thalès de diamètre R1. Alors il faudrait être capable pour ça de couper R1 en deux, donc il faut construire un point milieu au compas seul. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La construction est longue. Elle est jolie, mais pas sans plus. Elle est un peu longue, elle est facile, très très facile. Donc je laisse, disons, je vous laisse rechercher. Vous mettez construction du milieu au compas seul sur vos moteurs de recherche préférés et vous trouvez immédiatement des sources qui vous donnent ces constructions-là. Peut-être que je vous montrerai un jour, hein, mais c'est pas le plus important. Mais construire le milieu au compas seul, c'est faisable, et du coup l'inversion est faisable au compas seul. Alors, continuons. On va maintenant construire, disons, des inversions d'objets. C'est-à-dire, au lieu d'inverser que des points, on va construire des inverses d'ensemble de points. Alors, c'est pas très difficile, hein, c'est juste l'inverse d'un objet X, c'est l'ensemble des inverses de tous ces points. On le note de la même façon, un X'. Et une remarque, c'est que c'est de nouveau une involution. Hein. Quand on inverse deux fois un objet, on va retomber sur nos pattes, hein, parce qu'on prendra l'inverse de chaque point, et on reviendra au point de départ. Alors, on va montrer en fait des propriétés qui sont assez étonnantes de l'inversion. Pour ceux qui ont déjà rencontré l'inversion dans leur vie, ils voient tout de suite ce à quoi je vais arriver. Et pour les autres, je vous laisse la surprise. Alors, on va partir d'une petite définition dont on aura besoin. On dit que de points qu'ils sont cocycliques s'ils appartiennent à un même cercle. C'est l'équivalent de aligné. Hein. Des points sont dits alignés s'ils appartiennent à une même droite. Alors, deux points appartiennent toujours à une même droite, donc là c'est pas intéressant, ça ne devient intéressant qu'à partir de 3 points. Et cocyclique, trois points appartiennent toujours à un même cercle, sauf s'ils sont alignés. Hein. Et du coup, cocyclique n'est intéressant qu'à partir de 4 points. Mais bon. Alors, on va avoir besoin d'un petit lemme. Un lemme très facile. Si on a deux points distincts, A et B, donc ils vont nous définir une droite, et K un nombre réel. Alors, je prétends qu'il existe un unique point C sur la droite AB, tel que le produit scalaire entre AB et AC, c'est K.
Alors, c'est stupide, hein, c'est une utilisation de la projection orthogonale. Si vous supposez qu'il y a un point qui satisfait ça, ben, il faut vous le projeter orthogonalement sur la droite et vous obtenez, du coup, vous obtenez sans problème votre point. Si c'est un point de la droite, il est projeté sur lui-même, donc il est unique. Un tout point qui aurait cette propriété, si on le projette orthogonalement, ben, il va rester avec cette propriété, du coup c'est le même. Donc, avec la projection orthogonale, d'ailleurs, ça nous définit un seul point, donc on peut construire le point à partir de cette propriété-là sans problème. On prend la projection orthogonale de deux vecteurs, on construit le point approprié. Donc il n'y a rien, hein, ce lemme est stupide, c'est juste pour ne pas avoir à écrire beaucoup de choses. Alors maintenant, on va prendre un cercle gamma, qui va être notre cercle d'inversion, de centre C, de rayon R, etc. On va prendre un petit cercle gamma, ici, un petit cercle gamma, et des points A1 et A2 sur ce cercle gamma. On va faire bien attention que le cercle gamma, petit gamma ne coupe pas ne passe pas par le centre C. Sans ça, on a un problème. On verra lequel. Donc, on prend ce petit cercle gamma qui ne passe pas par C. 4 points sur ce cercle, tels que, en fait, la demi-droite CA1 coupe le cercle gamma en A1 et A2. La demi-droite CB1 couple le cercle gamma en CB1 et en B1 et B2. Et maintenant, on va prendre les inverses de ces points. De A1, ça va être A1', de A2, A2', B2, B2', B1, B1'. Et ce que je prétends, c'est que ces 4 points, ces inverses, sont aussi cocycliques, donc ils appartiennent à un même cercle. On verra plus tard que c'est bien gamma', mais c'est une conséquence plutôt qu'une partie de la démonstration. Donc, conséquence. Alors, la preuve. On va prendre donc, on va considérer deux cas. D'abord, si A1, A2 et B1 sont alignés, ben à ce moment-là, B1 et B2, c'est A1 et A2. Hein, donc il n'y a rien à démontrer dans ce cas-là. Donc on va supposer maintenant que A1, A2 et B1 ne sont pas alignés. Et donc B2 non plus ne sera pas aligné avec A1 et A2. Et du coup, A1', A2' et B1', disons, ces trois-là, ne vont pas être alignés non plus. Pourquoi? S'ils l'étaient, A1, A2 et B1 seraient alignés. Donc, ces 3 points ne sont pas alignés. Par 3 points passe un cercle unique, 3 points non alignés, il passe un unique cercle, donc on va l'appeler ce cercle delta. Et ce cercle, quelque part, il va couper la demi-droite CB1 en B1', qu'on connaît déjà, et aussi en un point ici. Alors, maintenant, on va mesurer les choses, on va reprendre les définitions. Alors, CA1 fois CA2, c'est la puissance de C par rapport à gamma. C'est égal, théorème, c'est la même chose, ça ne dépend pas de la demi-droite choisie, donc c'est aussi CB1 fois CB2. La puissance de C par rapport à gamma ne change pas. Par inversion, on a aussi que CA1 fois CA1', c'est R carré, c'est la même chose que CA2 fois CA2', CB1 fois CB1', CB2 fois CB2'. Du coup, CB1 fois CB1 fois CB1' fois CB2', donc la puissance de C par rapport à notre nouveau cercle, enfin, ça va être ça, CB1' fois CB2', bon, on peut prendre ces deux termes et les multiplier ensemble, ça nous fait R puissance 4, et on peut diviser par CB1 fois CB2, et donc CB1' fois CB2', c'est R puissance 4 sur CB1 fois CB2. Mais CB1 fois CB2, c'est CA1 fois CA2, donc c'est R puissance 4 fois CA1 sur CA1 fois CA2. Et comme avant, si on regarde ça, ça va nous donner CA1' fois CA2'. Voilà, donc ce qui se passe, c'est que CA1' fois CA2', c'est la puissance du cercle, du centre C par rapport au cercle delta, et c'est réalisé par les points aussi B1' et B2'. Or, ces points B1' et B2', qui sont alignés avec C, il y a un unique point B2',
qui réalise cette puissance. Et c'est celui justement qui va couper le cercle delta. Donc la seule possibilité, puisque sur le long de cette demi-droite, en fait même de toute la droite, il n'y a qu'un seul moyen pour réaliser la puissance du point par rapport au cercle, et c'est justement cette intersection, ben c'est que B2' soit sur le cercle. Voilà, donc B2' est sur le cercle, donc les 4 points A1', A2', B2', B1' sont cocycliques. Ouf. Donc ça c'était la démonstration, je crois, la plus dure. Le reste va être extrêmement facile. Donc je la laisse de côté. Une conséquence de ça, c'est que l'inverse d'un cercle qui ne passe pas par C, ben c'est un cercle. Pourquoi? Ben parce qu'on peut prendre n'importe quel point sur le cercle gamma ici et réappliquer le même raisonnement, et on trouvera toujours des points cocycliques, donc ils seront toujours sur le même cercle. Seront toujours sur le cercle A1', A2', B2', B1'. Donc on restera toujours avec des points cocycliques. Quels que soient les points que je prends ici, ça doit être on obtiendra comme inverse un point cocyclique avec cela. Donc l'inverse d'un cercle qui ne passe pas par le centre est un cercle qui ne passe pas par le centre. C'est un cercle, c'est déjà magnifique. Juste un corollaire, pendant qu'on y est, si l'inverse d'un cercle qui ne passe pas par le centre est son propre inverse, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie? Alors il y a deux possibilités. D'abord, il peut être gamma lui-même. Un gamma est son propre inverse. Bon, prenons l'autre cas, le cas intéressant, c'est que gamma, en fait, c'est que ce cercle est orthogonal à gamma. Alors, orthogonal, on va placer dans le cas où ils sont orthogonaux. Voilà. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche dans le cas orthogonal? Ben parce que justement, on a un point de tangence. Pour les cercles orthogonaux, la tangente à gamma, un petit gamma, passant par C, donc c'est un point de grand gamma. Et donc c'est un point qui est préservé. Et ce point, il ne va pas être changé par l'inversion. Et ce point, ben, il donne la puissance de C par rapport au cercle gamma, petit gamma. Donc la puissance du point étant fixée, ça nous donne un cercle unique ici, ça redonnera le même cercle. Ça va échanger les points, ça va échanger l'intérieur et l'extérieur, l'inversion, mais le cercle lui-même, globalement, sera préservé. Alors, continuons. Qu'est-ce qui se passe maintenant si notre cercle, petit gamma, passe par le centre d'inversion, par le pôle d'inversion, le centre du cercle grand gamma? Eh bien, ça devient une droite. L'inversion transforme certains cercles en droite. Pourquoi? Alors, on va prendre donc un cercle petit gamma qui passe par C, et on va prendre le point A, qui a un diamètre, tel que CA est un diamètre de ce cercle petit gamma. Ce point A, il a un inverse, A'. On prend maintenant un point quelconque B sur le cercle petit gamma, et il a un inverse B'. Donc, puisque B est sur le cercle dont le diamètre est CA, ici on a un triangle rectangle. Le triangle CAB est rectangle en B. C'est le cercle de Thalès du segment CA. Alors, continuons. Par les propriétés de l'inversion, en fait, CA fois CA', CR carré, c'est égal à CB fois CB'. Donc on a CA sur CB qui est égal à CB' sur CA'. Et en plus, ces deux triangles ici, ils ont un angle en commun. Donc ces deux triangles ont une paire de côtés proportionnels, ils ont un angle en commun, ils sont donc semblables. Et comme ils sont semblables, il y a un angle droit ici en A'. Le triangle CA'B est rectangle en A'. Mais ça veut dire que ça c'est vrai pour tous les points B', quels qu'ils soient, pour tous les points B et B'. Donc ça veut dire qu'on a toujours un angle droit ici, donc que le point B' est toujours sur la droite qui passe par A' et qui est perpendiculaire à CA. Voilà, donc ça veut dire que l'inverse c'est cette droite. Un corollaire de ça, donc
un corollaire de ça, c'est que l'inverse d'une droite qui ne passe pas par le centre, c'est un cercle qui passe par le centre. Pourquoi? Parce que l'inversion est une involution. Donc on a pris un cercle qui passait par le centre, on a pris son inverse, on a obtenu une droite qui ne passait pas par le centre. Eh ben, si on réapplique l'involution, ben, on va revenir en arrière. Et il nous reste plus qu'un seul cas, c'est celui des droites qui passent par le centre. Ah ben alors à ce moment-là, elles sont leur propre inverse, hein, il n'y a aucun problème, hein, ça mélange tous les points, mais la droite elle-même est fixée, hein, tous les points vont être alignés. Finalement, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ce magnifique théorème, à mon sens, hein, magnifique, c'est que l'inversion transforme tout ce qui est droite ou cercle en droite ou en cercle. Mais notez bien, les centres ne sont pas préservés, mais n'empêche que tous les cercles et toutes les droites sont transformés en droite ou en cercle. En particulier, on sait que si on prend l'inverse de deux droites, qui ne passent pas par le centre, ben on obtiendra deux cercles. Donc construire les intersections de deux droites revient juste en fait à construire les inverses de ces deux droites, donc deux cercles, à faire les intersections de ces cercles, et ensuite à réinverser ces intersections. Alors oui, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait ce qui se passe, c'est que intersecter deux droites revient à intersecter deux cercles, par inversion. Et intersecter une droite et un cercle, on peut se débrouiller pour trouver un bon centre d'inversion, et oui, en effet, ça reviendra au même, on obtiendra l'intersection de deux cercles. Et intersecter deux cercles, ben, c'est déjà une intersection de deux cercles. Et fondamentalement en géométrie euclidienne, hein, on a le droit à un compas et à un cercle, et à une règle. Si on a un compas et une règle, on est capable de construire plein de choses, mais on ne construit finalement que des intersections de droites, de cercles, etc. Toute la construction de la géométrie euclidienne, hein, nos règles ne sont pas graduées, toute la construction en géométrie euclidienne, ce sont des constructions qui en fait reviennent à faire des intersections. Mais des intersections, on peut les faire par inversion et intersection de deux cercles. Et l'inversion, c'est le faire au compas seul. Donc toute la construction de la géométrie euclidienne, quelle qu'elle soit, toute construction à la règle et au compas, peut être faite au compas seul. Donc on n'a pas besoin de la règle. Donc est-ce que nos règles de construction, très drôle, nos règles de construction ont-elles raison d'utiliser la règle? La réponse mathématiquement est non. Mathématiquement, la règle est totalement inutile. Donc ça c'est un très très joli théorème, mais bon, la règle simplifie beaucoup. Et on peut même faire mieux, hein, mais on peut même montrer que si on a un cercle fixé quelque part, alors tout est constructible à la règle seule, pourvu qu'on soit donné ce cercle. C'est beaucoup plus dur à montrer, mais ça marche aussi. Et tout ça, ça tient au fait que l'inversion existe et que l'inversion est réalisable au compas seul. Alors, ce qu'il faudrait voir, hein, c'est cette construction du point milieu d'un segment au compas seul. Je vous laisse chercher, hein, c'est vraiment pas très difficile, mais c'est plein de cercles. C'est plein de cercles, hein. Une petite recherche sur votre moteur de recherche favori vous donnera toutes les réponses que vous voulez à cette question. C'est une question facile à résoudre. Et il y a aussi un point que j'aurais aimé montrer, mais qui est un peu, disons, qui n'est pas très difficile, mais qui fait, disons, une des plus belles démonstrations, passe tout simplement par l'analyse. On sort un petit peu du cadre, mais enfin, si vous voulez faire de l'analyse, vous pouvez prouver que l'inversion est conforme, c'est-à-dire qu'elle va préserver tous les angles. C'est-à-dire l'angle entre deux cercles, vous les inversez, que vous obtenez n'importe quoi, que ce soit deux cercles, une droite, un cercle, etc., va être préservé, ça restera le même angle. Les objets vont changer, les cercles peuvent devenir des droites peuvent devenir des cercles, les cercles peuvent rester des cercles, les droites rester des droites, peu importe leur nature, les angles vont être préservés. Alors, c'est extrêmement pratique et c'est utilisé aussi en cartographie, ce genre de choses. Voilà, ça termine cet épisode qui était vraiment un peu long, mais beau. Vraiment, c'était beau.
C'est une très très belle construction, très puissante, un outil que je vous invite à creuser vous-même. On va encore le rencontrer une fois pour la polaire. En fait, on a déjà vu la polaire quelque part, hein. Je vous laisse chercher. On a déjà vu un peu ce qu'était la polaire dans cet épisode. Et bien la polaire, on va la creuser parce qu'elle a encore aussi, elle hérite de belles propriétés, de sublimes propriétés comme l'inverse. Et on verra ça, ça nous permettra de résoudre très facilement certains problèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici pour ce théorème de Mohr-Mascheroni qui vraiment vaut le coup. Et je me réjouis de vous revoir. À bientôt.